Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous les éveillés, les réveillés, les encore un peu endormis, les chercheurs de vérité, les vrais sceptiques, les faux sceptiques, les followers, les vrais lovers, les moutons noirs, les starseeds, les nostalgiques du futur, les oubliés du passé. Et je vais arrêter là mon inventaire à l'après-vert. J'avoue que je fais un peu moins le malin aujourd'hui sur ma petite chaîne de vie, Field One TV, qui a juste 1 an et qui veut se donner des grands airs de flotter en l'air depuis un vaisseau que tout le monde sait très bien qu'il n'est même pas vrai. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Field One, coach, éclaireur et facilitateur de changement. Je vous retrouve tous les dimanches à la Verticale de Montréal afin de vous motiver à vous explorer vous-même en incarnant les changements que vous voulez voir dans le monde. Alors, voilà. Donc, comme vous le voyez, chers écouteurs et chères visionneuses, je fais moins le malin aujourd'hui pour la bonne raison que pour démarrer la nouvelle saison, je reçois un homme notoire, connu par des millions et peut-être même par des dizaines de millions de Français et de francophones. Une icône du journalisme, grand reporter depuis 69, l'année érotique, pendant laquelle il n'est même pas allé sur la Lune, mais il a quand même couvert l'émission Apollo, Apollo 8, d'Apollo 8 à Apollo 17 depuis Cap Canaveral aux États-Unis d'Amérique. Un homme qui a dit la messe des milliers de fois à la télévision française, sur FR3, sur la 5 et sur TF1 pendant près de 20 années, à la fois rédacteur de ses homélies, rédacteur en chef et présentateur des journaux télévisés de 20h et de 13h. Alors, comprenez que je me fasse tout petit, moi qui n'ai même pas ma carte de presse. Surtout si on ajoute qu'auparavant, il semblerait que le jeune Jean-Claude ait fait ses classes à France Inter pendant 7 ans et à Radio Monte-Carlo pendant 5 ans, où il était rédacteur en chef. Il me dira après, me corrigera s'il y a des erreurs. Et surprise de taille pour moi qui déteste les armes, je découvre sur sa fiche Wikipédia que cet homme de parole, né en 1941 après JC, c'est écrit JC, donc ça doit vouloir dire Jean-Claude, donc je présume, donc né 1941 ans après lui-même, ne porte pas l'uniforme malgré qu'il ait été élevé par la Grande Muette au rang de colonel de la Gendarmerie nationale en 2007. Bon, Jean-Claude Bourret ne se contente pas de l'armée et des médias mainstream, des mauvaises langues diraient aujourd'hui des médias de grand chemin, pour partager des informations essentielles, puisqu'il est là, ici, aujourd'hui. Sans l'éclaironner, il est aussi l'humble auteur et co-auteur de pas moins de 28 ouvrages, si j'ai bien compté, dont une bonne douzaine sur les ovnis. La nouvelle vague des soucoupes volantes en 74, le nouveau défi des ovnis en 75, la science face aux extraterrestres en 77, OVNI, l'armée parle en 79, tous les 4 édités par France Empire. Ensuite, OVNI, la science avance. OVNI, 1999, le contact, point d'interrogation chez Michel Lafon en 97. Puis un peu plus tard, en 2017, 18 et 20 chez Très Daniel, avec nul autre que l'illustre Jean-Pierre Petit. OVNI, l'extraordinaire découverte. Toujours avec Jean-Pierre Petit, contact cosmique, jusqu'où peut-on penser trop loin? Encore avec Jean-Pierre Petit, le métaphysicon ou physicon, je ne sais pas comment on dit. Nous avons une âme qui survit après notre mort et on peut le démontrer. Bon, je ne dis pas tout à fait bien le sous-titre, mais c'est ça. Et pour terminer, la Noria Dolpi, objet littéraire parfaitement identifié, le petit dernier qui vient de sortir en tant que co-auteur, cette fois avec le physicien Patrick Marquet, Les ovnis voyagent dans le temps. Donc 247 grammes, mesdames et messieurs, sans une once de batterie au lithium, et qui est parvenu jusqu'à moi, malgré les vents contraires. Un opus sans puce ni code QR, juste avec un code barre à l'endo. Prétexte à notre rencontre d'aujourd'hui. Alors, première question essentielle, cher Jean-Claude. Jean-Claude Bourret, d'abord, mille merci d'être ici. Je suis vraiment très honoré par votre présence. Mais comment dois-je vous appeler? Monsieur Bourret, Jean-Claude, JC ou mon colonel? D'abord, je salue tous vos téléspectateurs. Vous m'appelez comme le cœur vous en dit. Appelez-moi Jean-Claude, je crois que c'est le plus simple. Super. Bah écoutez, merci, formidable Jean-Claude. Donc, euh,
J'ai ici un petit jeu de cartes, un petit jeu de cartes de poker. Donc, on va jouer au poker et je vais prendre une carte au hasard, le hasard qui fait souvent bien les choses. Et je vais vous poser la première question qui va venir. On ne sait pas du tout qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, est-ce difficile d'interviewer des scientifiques et des prix Nobel? Bien sûr, c'est difficile parce que vous entrez dans un domaine que vous connaissez mal ou pas du tout. Ils ont fait des études très longues, ils ont fait des calculs, ils ont fait des communications scientifiques un peu partout dans le monde, et vous arrivez avec votre micro et vous dites alors, est-ce que les extraterrestres existent? Bon, je caricature un peu évidemment, mais il faut, avant d'interviewer un scientifique de haut niveau, il faut vraiment préparer l'interview, savoir quels sont ses travaux, essayer de faire en sorte que les travaux qu'il a réalisés soient accessibles au plus grand nombre. Donc, vous êtes un facilitateur de savoir, vous êtes obligé de traduire des textes qui sont souvent ésotériques ou qui sont d'un très haut niveau physique en mots de tous les jours. Et il y a toujours une déperdition de vérité. Mais je préfère qu'un texte original très puissant soit trahi à 5, 10, 15 ou 20% et que les 80% qui restent soient accessibles au plus grand nombre pour, plutôt que d'être extrêmement rigoureux et par là même de me couper de 60-70% de la compréhension des auditeurs ou des téléspectateurs. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, je retiens le mot facilitateur de savoir. J'aime beaucoup cette expression. Et effectivement, vous êtes très pédagogique, très pédagogue. On le voit dans de ce dernier livre. On donne des points précis, etc. Vous avez gardé la forme d'interview. Bon, il y a beaucoup d'illustrations. Bon, il y a à la fin beaucoup de formules mathématiques. Je les ai envoyées à un petit cousin qui est fort en maths, mais il m'a pas encore répondu. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, c'est ça que je trouve très beau dans ce que vous faites, c'est de se mettre à la portée, voilà, à la portée de tout le monde. Alors, on va prendre une autre carte comme ça. Hop, c'est quoi? Alors, avez-vous préféré votre travail de présentateur TV ou celui de rédacteur en chef? Ben, c'est un petit peu la même chose, si vous voulez, parce que dans la hiérarchie qui était celle de TF1, quand la première chaîne a été indépendante et créée, en quelque sorte, c'était le lundi 6 janvier 1975, il y a près de 50 ans, le présentateur était aussi rédacteur en chef parce qu'il avait autorité sur les autres confrères pour dire ça je prends pas, là il faut envoyer une équipe pour faire un reportage, là c'est pas la peine, là ton sujet est trop long, il fait 3 minutes, il faut que tu le réduises à 1 minute 50, etc. C'est un travail de dentelière, vous savez, quand on présente le journal télévisé, on a 30 minutes dans lesquelles on peut mettre ce que l'on veut, mais plus vous allez parler, par exemple, moins il y aura d'images. Moi, j'avais la réputation d'être un présentateur qui parlait très peu. Je parlais entre 4 et 6 minutes, alors que d'autres présentateurs arrivaient à parler 18 minutes face à la caméra. Donc, ça fait autant d'images en moins. Oui, oui. Mhm. Ah, merci cette précision, c'est très intéressant parce qu'effectivement, la télévision, c'est l'image, hein, bon, et, euh, et donc on voit que vous êtes très sensible à ça, hein, puisque dans ce dernier livre, il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup de photos. Donc, allez, on prend une autre carte. Tac. Oh, non, c'est trop dur, c'est une question trop dure, je la retire. Après tout, si, après tout. Bon, on risque rien, hein. Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça. Si on devait vous enlever obligatoirement un de vos six sens, je dis bien six sens, hein, lequel abandonneriez-vous? Donc il y a l'ouïe, l'odorat, la vue, le goût. J'ai oublié quelque chose encore. Le goût, l'odorat, la vue, l'ouïe, le toucher. Bah, le sixième sens. Bon, s'il y en a un que vous deviez absolument laisser de côté, ce serait lequel? Alors, c'est une question absurde, donc je n'y réponds pas. Bravo, vous avez raison. Tout à fait absurde. Voilà. Alors, une autre qui va être moins absurde, je l'espère. Ah, quelles sont vos valeurs, Jean-Claude Bourret? Parce que on sent que vous êtes un homme sécure, si je peux dire, là, donc en qui on peut faire confiance. Bon. Et donc, c'est quoi vos valeurs? Alors, je crois que l'humain que nous sommes
est composée de deux forces, celle qui donne l'amour et celle qui donne la violence et la haine. On le voit tous les jours. Vous avez des gens qui, pour une place de parking, vont descendre et vont tuer la personne avec laquelle ils ne sont pas d'accord. La violence explose de tous côtés parce que on est dans une civilisation qui est, à mon avis, en train de basculer dans une autre forme de vie. Et la civilisation que certains ont connue il y a 40, 50, 60 ans, où il y avait encore l'État, la famille, les médias qui étaient responsables, tout ça a explosé. Donc les jeunes adultes ou les adolescents ou les enfants sont confrontés à des images violentes. Ils sont souvent dans des familles qui ont explosé. Ils ont des parents qui sont ventilés dans plusieurs autres foyers. Ils n'ont plus de repères. Et ça donne une civilisation où les forces mauvaises qui sont en nous, quelquefois, explosent. Et je pense que c'est la raison pour laquelle nous voyons, on le voit souvent en France en ce moment, nous voyons des violences inouïes, des gens qui sont poignardés pour un mauvais regard, des femmes qui sont violées alors qu'elles rentrent chez elles. C'est quelque chose qui est préoccupant et qui montre que nous devons ressaisir notre société, faire à nouveau œuvre d'éducation. Quand on met la vie au monde, on a une grosse responsabilité. Il ne faut pas se contenter de dire bon, ben, c'est mon fils ou ma fille, il se débrouillera même s'il n'a que 3 ans. Ça implique de suivre l'évolution de la jeune vie jusqu'à ce que cette jeune vie devienne un jeune adulte bien inséré dans la société. Mon premier métier n'était pas journaliste, j'étais éducateur dans un foyer de jeunes délinquants. Ah, ok. Donc j'ai été confronté à des jeunes qui avaient entre 12 et 16 ans et qui avaient fait les 400 coups. Ils avaient fait des cambriolages, des agressions, du trafic de drogue, des viols, etc. Donc je savais déjà à l'époque, c'était dans les années 65, 70, je savais déjà ce qu'était une jeunesse qui était privée de parents, parce que souvent ces enfants étaient dans des foyers de divorcés. Et je me suis rendu compte que quand il n'y avait pas le papa qui symbolise l'autorité et l'amour, et la maman qui symbolise l'éducation et l'amour aussi, ensemble, pour tracer le chemin, eh bien, le petit être vacillait et était tenté par des chemins de traverse dans lesquels il pouvait y avoir toutes les mauvaises choses que nous connaissons de la société. C'est ça. Donc, en fait, vos valeurs, si vous l'avez dit hein, dès le départ, l'amour, l'éducation. Hein, on pourrait dire ça. Hein. Ouais, magnifique, super. Allez, une autre carte. Qu'est-ce que c'est? Ah, quel film de fiction vous a le plus marqué? Non pas documentaire, mais film de fiction. Écoutez, il n'y en a pas un qui surgit dans ma mémoire comme ça parce qu'il serait tout à fait hors du commun. En revanche, dans la plupart des films que j'ai vus, j'ai toujours puisé une petite seconde, quelques dizaines de secondes, qui m'ont ouvert l'esprit sur d'autres arborescences de la connaissance du cosmos et du sens de notre vie. Hmm. Est-ce que vous avez vu, parce que moi c'est un film qui m'a beaucoup touché, c'est le Truman Show, de Truman Show avec Jim Carrey, qui pour moi est encore plus fort que Matrix, hein, qui nous montre qu'on est finalement dans une matrice. Et j'ai envie de vous poser tout de suite la question, là, sans en piger une autre. Quelle est votre définition, on va dire, de la réalité? C'est un vaste débat. Je connais évidemment, ayant lu énormément, ayant vu quelques films, quelques reportages, la difficulté qu'il y a à définir ce qu'est la réalité et la difficulté de définir ce qu'est le sens de la vie. Pour répondre à votre question d'une façon un peu qui paraîtra peut-être légère, mais je crois que la réalité, elle est d'abord celle que chacun d'entre nous se forge. Et puis, vous avez ceux qui essayent de franchir l'écran de la réalité et qui essayent d'aller au-delà de l'écran. C'était d'ailleurs le titre d'une émission il y a pas si longtemps à la télé française. Au-delà de l'écran, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a derrière le miroir? Quelle est cette autre réalité qui nous a forgés, qui nous a créés et qui n'existait pas il y a 4 milliards et demi d'années, puisque la Terre a 4 milliards et demi d'années,
Mais l'univers a 14 milliards d'années pratiquement. Et il y a même des calculs récents qui disent on s'est trompé, c'est pas 14 milliards, c'est 26 milliards, peu importe. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes dans une période de l'histoire de la connaissance qui ne fait que commencer. On le voit avec les découvertes du satellite observatoire Webb, qui est au point Lagrange, à 1 500 000 km de la Terre en direction du Soleil, et qui, en quelques mois, a complètement bouleversé notre façon d'appréhender le cosmos, c'est-à-dire l'origine de notre vie. Nous pensions, il y a encore un peu plus d'un an, qu'il y avait entre 50 et 100 milliards de galaxies. Je rappelle qu'une galaxie, c'est des centaines de milliers ou de milliards d'étoiles, plutôt des milliards d'ailleurs. Eh bien, là, avec Webb, on se rend compte que la vie foisonne dans l'univers, qu'il y a non pas une centaine de milliards de galaxies, mais probablement plus de 2 000 milliards, et qu'on découvre une galaxie nouvelle tous les jours. Ce qui nous ouvre des perspectives absolument infinies, puisque nous ne savons pas combien de ces galaxies abritent une forme de vie intelligente nettement supérieure à la nôtre. Personnellement, je pense que dans chaque galaxie, il y a des centaines, des milliers, peut-être des millions de mondes qui ont une avance technologique et intellectuelle bien supérieure à la nôtre, ce qui fait qu'il y a certainement, à la seconde où je vous parle, des milliers de milliards de planètes qui abritent une forme de vie très supérieure à la nôtre, et ils n'ont pas de mal. Ouais, bien sûr. Magnifique. Merci de rappeler ces chiffres, hein. C'est très important parce que moi, je n'arrive pas à comprendre quelqu'un qui resterait dans l'idée que ah bah, la Terre voilà, est habitée et puis ailleurs, ah bah non, voilà, on ne sait pas. Ça amène à parler aussi de communication et vous êtes un homme de communication, justement. Et qui, selon vous, empêche une communication, parce qu'il semble qu'il y en ait eu depuis longtemps, de façon secrète. Vous avez été en contact avec Claude Poher, je crois, qui est du GEPAN. Et j'ai interviewé, moi, quand j'étais tout jeune, j'avais 27 ans, j'ai fait un livre qui s'appelait Qui a peur des années 80. Et j'avais interviewé Jimmy Guilleux, hein, qui est, bon, qui était aussi romancier et puis qui allait sur les plateaux et puis qui, bon, et qui a très mal fini. On ne sait pas très bien de quoi il est mort, c'est pas très clair. Mais c'est ça, est-ce qu'il y a, comment dire, j'ai un peu perdu le fil de ma question, mais est-ce qu'il y a du danger à révéler, vous qui avez connu donc le GEPAN et Jimmy Guilleux disait que le GEPAN gardait des informations, est-ce qu'il y a danger pour la société, la civilisation à révéler des informations? Non, je ne crois pas. Je pense que nous sommes dans une période de transition qui s'accélère. J'ai été très frappé de constater que le gouvernement américain, les services secrets américains étaient en train de nous préparer quelque chose, puisqu'il ne se passe pas de mois sans qu'un ancien membre des services secrets américains, un ancien pilote, vienne nous dire, voilà, dans le cadre de mes responsabilités dans les services secrets, on m'a dit qu'il y avait des soucoupes volantes qui étaient gardées dans des hangars parce qu'elles s'étaient écrasées. Il y a des petits corps d'extraterrestres qui sont gardés au frigo. Enfin, vous avez tous entendu ce genre d'informations. Personnellement, évidemment, je n'en crois pas une miette, parce que je pense que si une civilisation extraterrestre est venue nous voir, c'est qu'elle a une telle avance par rapport à nous qu'elle est totalement incapable d'avoir un accident quelconque, et que Ouais. tout ce qui nous parle d'accidents de soucoupe volante, ce sont des inventions ou des manipulations. C'est ça, c'est ça. Et est-ce que vous pensez que notre civilisation maintenant, qui est effectivement en grande transition, est-ce que vous pensez qu'on est dans une guerre de l'information, justement? Oui, bien sûr, on est dans une guerre de l'information. Vous savez, tout est manipulation des foules. Alors, il faut arrêter de dire l'étiquette, ah oui, théorie du complot, etc., pour une raison simple. C'est que tout est complot en permanence. Celui qui ne croit pas au complot est un naïf ou un inconscient ou un inculte ou les trois à la fois. Tout est absolument complot. Vous savez, je suis en train de lire un livre qui m'a beaucoup marqué parce que il raconte les origines de la guerre de 14. Alors, ça nous éloigne un peu des ovnis, mais ça répond très précisément à votre question.
Et les origines de la guerre de 14, on les connaît mieux parce que les archives des ambassades ont été gardées, selon la loi, secrètes, inaccessibles, pendant 100 ans. Donc la guerre de 14 s'étant terminée en 1918, il a fallu attendre 2018 pour que des historiens puissent avoir accès à des documents qui nous permettent de comprendre quelle est l'origine de la guerre de 14. Eh bien, la guerre de 14, comme toutes les guerres, est une guerre qui a été décidée par des grands financiers, et notamment les financiers de la City, qui se sont dit l'Allemagne nous taille des croupières, elle fait des produits qui sont meilleurs que ceux fabriqués par nos industries, et donc il faut casser l'Allemagne. Pour casser l'Allemagne, il faut déclencher la guerre contre l'Allemagne, et pendant 15 ans, c'est très bien décrit à travers tous les documents référencés, l'Angleterre a cerné en quelque sorte l'Allemagne, la France, l'Espagne, l'Italie, la Russie, les Pays-Baltes, etc., et puis a profité de l'attentat de Sarajevo pour déclencher cette guerre et casser l'Allemagne. Eh bien, quand vous lisez ça, alors que dans ma famille, il y a eu 104 soldats sous-officiers et officiers portant le nom de Bourré, BOU2RET, qui sont morts au champ d'honneur, comme on disait à l'époque, et que vous vous rendez compte qu'ils ne sont pas morts pour défendre la France et le drapeau, mais qui sont morts pour défendre les profits des banques anglaises, euh, ça vous dessille les yeux. Voilà. Merci pour cette belle et riche information par rapport à votre famille aussi. Et on revient un petit peu à l'armée là. Bon, donc j'ai lu votre. Peut-être, je sais que les fiches Wikipédia, on peut pas trop y toucher, c'est un peu gênant. Est-ce que vous pouvez me parler quand même de ce grade de colonel, alors de réserve citoyenne, je crois que ça s'appelle, parce que c'est très étonnant. Vous avez fait l'armée comme tout le monde, comme moi aussi, j'imagine. Dites-moi un petit peu. Oui, alors, il a été décidé au sein du ministère de la Défense et de l'Intérieur réunis d'ailleurs, il y a, je ne sais plus, 12 ou 14 ans, de créer une réserve citoyenne, c'est-à-dire de prendre des gens comme vous, comme moi, qui ont certaines compétences dans certains domaines et de leur donner un grade en fonction de ces compétences et de leur carnet d'adresse. Moi, on m'a nommé colonel en 2008 dans la réserve citoyenne. C'est le directeur général de la gendarmerie nationale qui m'a attribué ce grade. J'étais évidemment très fier. Et j'ai été reconduit dans mes fonctions de colonel. Je suis encore colonel opérationnel dans la réserve citoyenne jusqu'au mois d'octobre 2023. Et j'ai dit d'ailleurs au directeur général, mais pourquoi tu me maintiens colonel? J'ai 82 ans passés. Il me dit, oui, mais toi, tu as un carnet d'adresses supérieur à celui de l'ensemble de mes généraux. Alors évidemment, ça peut aider dans le cas où il y a une crise, où je sais évidemment parfaitement comment fonctionne la plupart des rédactions, je connais énormément de confrères, et donc je peux aider le gouvernement dans sa politique de communication. Waouh, c'est très impressionnant de parler à un colonel. Voilà. Allez, une autre petite carte. Ah bah oui, là on parle encore du journalisme, hein, parce que bah, c'est un métier de communication, moi je me sens là-dedans. Quel conseil donneriez-vous à de jeunes journalistes? Alors il y a deux questions, à de jeunes journalistes et aussi à de jeunes ufologues, hein, on va dire, hein. Donc jeunes journalistes et jeunes ufologues, quels conseils pourriez-vous donner? Alors, c'est évidemment deux domaines totalement différents, vous l'avez bien senti en posant votre question. Alors, à de jeunes journalistes, le principe, c'est la recherche absolue de la vérité. La recherche absolue de la vérité implique de vérifier son information. Pour vérifier son information, on a coutume de dire dans les écoles de journalisme, et je ne suis pas contre cette idée, qu'il faut avoir au moins trois sources différentes pour valider une information. Ce n'est pas toujours vrai. Ce n'est pas toujours vrai. Je me souviens que Guillaume Durand, qui était un confrère sur la 5, on l'avait obligé, c'est pas lui qui était responsable du tout, mais on l'avait obligé à annoncer qu'on avait retrouvé Pauline Lafont, qui était la fille d'une actrice très Oui. connue, Hum. et il a annoncé ça. La gendarmerie d'ailleurs avait débarqué dans notre rédaction parce qu'on cherchait Pauline Lafont depuis des semaines, on ne savait pas où elle était. Et en fait, c'était un rédacteur en chef de la 5
qui avait eu un contact avec un psychiatre qui lui avait dit, écoutez, moi, j'ai Pauline Lafont au téléphone presque tous les jours. Elle est en train de se reposer dans une villa du Midi. Je lui envoie d'ailleurs des médicaments parce que je la connais, c'est une de mes patientes et tout. Bon, le gars avait pignon sur rue, c'était un psychiatre connu, renommé, qui avait une soixantaine d'années, donc c'était pas un gamin. Et donc, à partir de cette seule source d'information, le rédacteur en chef a décidé que la 5 annoncerait que Pauline Lafont était retrouvée. Et on a annoncé que Pauline Lafont était toujours vivante, etc. Et puis après, on a retrouvé son cadavre 15 jours ou 3 semaines après. Donc là, on s'est rendu compte que le psychiatre avait un petit problème psychiatrique. Alors ça, c'est pour le côté conseil aux jeunes journalistes. Vérifiez vos informations par 3 sources différentes. Ben, je dirais que c'est un peu la même chose pour ceux qui font des enquêtes sur les ovnis. Nous sommes confrontés à des phénomènes extraordinaires, euh, incroyables, au sens littéral du terme. Je pense par exemple à l'affaire de Monsieur Mass, où il y a un film, là, on est au mois d'août, fin août 2023, au moment où nous enregistrons, et il y a un film qui va sortir dans 2 ou 3 mois, qui reconstitue totalement l'affaire de Monsieur Mass. Monsieur Mass, on a plusieurs sources d'informations. On a d'abord Monsieur Mass lui-même, bon, il est mort, mais il avait accordé quelques interviews. Nous avons la famille de Monsieur Mass, est-ce qu'il était crédible, pas crédible, est-ce que son attitude a changé? Nous avons les gendarmes qui ont fait une enquête très approfondie. Nous avons les services secrets qui sont venus conforter l'enquête des gendarmes. Et M. Mass a vécu quelque chose hors du commun. C'était un paysan très sympathique, comme il y en a des centaines de millions dans le monde. Il était 6 heures du matin, nous étions le 1er juillet 1965. Et puis, il grille une cigarette. Et puis, il va pour mettre son tracteur en marche et s'occuper de ses champs de lavande. Et il voit dans le champ de lavande à peu près 200-300 mètres ce qu'il prend d'abord pour une voiture. Alors il dit, mais une voiture dans mon champ de lavande, mais c'est des Parisiens, c'est pas possible autrement, il n'y a que des Parisiens pour venir en voiture dans mon champ de lavande. Donc il s'achemine à pied vers la voiture, et puis quand il arrive à une centaine de mètres, il se rend compte que c'est pas une voiture, puisqu'il n'y a pas de roue, mais ça a la forme d'un œuf, comme ça, la forme d'un œuf, et il y a 2 petits bonhommes qui sont au pied de cet ovni, parce que c'est un ovni, qui sont penchés sur le sol, qui regarde, semble-t-il, un pied de lavande. Alors, M. Mas, qui ne s'est jamais intéressé aux soucoupes volantes, on disait soucoupes volantes à l'époque, continue de marcher. Il arrive à 50 mètres, 40 mètres, 30 mètres, d'un seul coup. Il y a l'un des 2 petits bonhommes qui se redresse parce qu'il a peut-être entendu M. Mas. Il voit M. Mas, le petit extraterrestre, parce que c'en est un, prend à son côté une sorte de tube creux, le dirige sur M. Mas, qui est paralysé. Il ne peut plus bouger, mais il ne perd pas son équilibre, il reste debout, il entend tout ce qui se dit. Et qu'est-ce qu'ils disent les extraterrestres? Eh bien, M. Mas dira, ça gargouillait dans leur gorge, je ne comprenais rien. Ils montent dans l'OVNI, une trappe se referme, l'OVNI décolle avec un léger sifflement, part à toute vitesse. M. Mas reste paralysé dans son champ plusieurs minutes. Combien? Il n'a pas chronométré, une dizaine de minutes, bon, admettons. Et puis il retrouve l'usage de ses membres. Il est tellement bouleversé parce qu'il comprend bien que ce qu'il a vu, c'était pas humain. Donc il se met à rentrer à la maison à 6h20 ou 6h30 du matin. Sa femme le voit, le visage décomposé. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Alors il lui raconte, mais surtout tu n'en parles à personne, hein, parce que je serai la risée de tout le monde. Et évidemment, la première chose que fait la femme, c'est raconter à tout le village que son mari a vu des extraterrestres, qu'il a été paralysé, une soucoupe volante, la gendarmerie arrive le lendemain, fait l'enquête, protège les lieux, fait les prélèvements, etc. Et là, on a une certitude parce que ce n'est pas 3 sources différentes, mais c'est au moins une dizaine de sources différentes, puisqu'on a trouvé un paysan un peu plus loin qui avait entendu passer l'OVNI à 6h15 du matin, etc. Donc, pour les enquêteurs objets volants non identifiés, il faut évidemment multiplier les sources d'informations quand on est confronté à un cas extraordinaire, comme pour les journalistes.
Bien, ben, voilà, parfait. Donc là, effectivement, c'est la même chose. Alors, une autre petite carte, c'est quoi ça? Euh, bon, c'est pas très intéressant. Euh, alors, peut-on dire qu'en quelque sorte, vous êtes en tant que colonel sous un certain contrôle de l'armée dans votre communication? Oui, bien sûr, j'ai un devoir de réserve, mais en ce qui concerne les objets volants non identifiés, je peux vous garantir que rien ne m'empêchera de parler d'un dossier si j'estime qu'il est important pour notre civilisation. C'est ça, vous avez jamais, vous êtes jamais auto-censuré de pas faire passer, de vous empêcher de passer une information à cause de ça, non. Non, non, jamais, jamais. Voilà, d'accord. Alors, une autre, c'est important parce que, bon, on dit que l'armée, c'est la grande muette. Alors, si on vous laisse parler librement, c'est merveilleux. Alors là aussi, ah oui, bah ça, je reviens à votre travail de journaliste. Quel est le livre que vous avez écrit ou coécrit dont vous êtes le plus fier? Vous savez, j'ai coécrit un certain nombre de livres parce que je pense qu'il y a des gens beaucoup plus intelligents et cultivés de moi qui ont des choses à dire et que c'est plus important de les faire parler eux. Je n'ai pas une prédilection pour l'un de mes livres, sinon les quatre premiers, parce que je pense que tous ceux qui s'intéressent aux ovnis devraient lire ces quatre livres où il y a tout. C'est-à-dire ces livres ont été écrits entre 1975 et 1980, en gros, pendant 5 ans. Et ces livres, on les trouve d'occasion sur le web. Hein. Vous avez Oui, oui, celui-là. oui. Oui, super. Je vais OVNI, les faire, l'armée parle, avec Secret. je vais les Alors, ce qui faire. est intéressant dans OVNI, l'armée parle, vous voyez, je l'ai acheté d'occasion sur le web parce que j'en avais plus. J'ai dû le payer 3 ou 4 euros. Alors, vous avez, par exemple, euh, des, des, des facsimilés de messages envoyés par le chef d'état-major des armées au président des États-Unis. Vous avez des facsimilés de services secrets américains qui envoient des comptes rendus ultra secrets à l'époque, hein, au chef d'état-major de l'armée de l'air des États-Unis, etc. Donc, ce sont des livres bases qui permettent de bien cerner ce qu'il y a dans le dossier des ovnis et qui n'a pas beaucoup évolué en 50 ou 60 ans. C'est-à-dire que nous sommes confrontés à des intelligences venues d'ailleurs qui ont la capacité de surgir dans notre espace-temps et face à ces intelligences qui viennent d'ailleurs, qui ne prennent pas contact avec nous au sens où nous l'entendons, on est un peu démunis, c'est-à-dire il y a ceux qui y croient, il y a ceux qui cherchent les reptiliens, les je ne sais quoi, et puis il y a ceux qui disent tout ça c'est des bêtises, c'est des inventions, c'est pour gagner de l'argent, c'est bon. Voilà, donc il y a les deux tendances. Moi, évidemment, je donne tous mes droits, donc je suis à l'aise pour parler du succès éventuel de mes livres. C'est pas une question d'argent, mais même si je gagnais de l'argent en faisant des enquêtes, c'est pas une honte, dès l'instant où on est honnête dans sa démarche. Mais en plus, c'est pas le cas. Donc, moi, j'ai une certitude. Là, on est en 2023, à la fin du mois d'août. La certitude, c'est que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Ma deuxième certitude, c'est que les intelligences extraterrestres foisonnent, qu'il y en a sans doute des dizaines, des centaines ou des milliers par galaxie. Et je rappelle qu'il y a 2000 milliards de galaxies. Vous imaginez un peu, 2000 milliards de galaxies multipliées peut-être par 10, 100, 1000, 10 000 civilisations très avancées par rapport à nous. Car il faut que tout le monde ait ces chiffres et ces nombres dans la tête. Oui. La Terre a 4 milliards et demi d'années. Et nous, les êtres humains, l'Homo sapiens sapiens erectus, on a 300 000 à 400 000 ans. C'est-à-dire que si je résume l'âge de l'univers par une horloge comme ça, qui fait 24 heures, eh bien, l'Homo sapiens sapiens erectus, c'est-à-dire vous, moi et ceux qui nous regardent, pardon, on est né à 23 heures, 59 minutes, 58 secondes. C'est-à-dire qu'on vient de naître par rapport à l'âge de l'univers. Vous imaginez bien que dans d'autres galaxies et sur d'autres planètes, vous avez des civilisations qui ont non pas 300 000 ans d'existence, non pas 3 millions,
non pas 30 millions, non pas 300 millions, Wow. mais peut-être 3 milliards d'années d'avance par rapport à nous. On ne peut même pas imaginer de quoi serait capable une civilisation qui aurait, allez, 2000 ans d'avance, même 500 ans d'avance. Oui, oui, Puisque on a commencé à comprendre que la Terre n'était pas le centre de l'univers il y a 4 siècles seulement. Vous oui. imaginez? Ouais. Il y a 4 siècles seulement. Il y a 4 siècles, la vérité officielle, c'était la Terre est le centre du monde. Ça nous fait rire. Imaginez, il y a 4 siècles. C'est rien, 4 siècles. Eh non, c'est ça, c'est ça. Merci de remettre vraiment en perspective tout ça, parce que du coup, on ne peut pas ne pas croire. Je veux dire, bon, là, on parle de alors justement, par rapport aux croyances, par rapport à la foi, là, vous avez dit d'abord, c'est très fort, je le souligne, hein, que vous donnez vos droits. Vous donnez vos droits à des associations. Qu'est-ce que vos droits d'auteur? Oui, je donne euh, mes droits à des... alors, pour des raisons éthiques, parce que je veux pas dire, regardez, je Oui, oui, donne... oui, Bon, oui. je ne développerai pas plus, mais par exemple, j'ai écrit un livre sur l'histoire de la gendarmerie, je donne tous mes droits, parce que j'ai pas écrit que sur les ovnis, mais je donne tous mes droits à la maison du gendarme, aux fils et aux filles et aux femmes qui sont devenues veuves ou orphelins parce que leur père, gendarme, a été tué en service commandé. Voilà. Super, super. Allez, on rebondit sur une autre question. Bon, c'est encore sur le journalisme, on va pas trop. Voilà. On va arriver sur le livre, là. Faut pas que j'oublie. Là, encore une, voyons. Oui, ah bah voilà, on est dans le cœur du sujet parce que là, les ovnis voyagent dans le temps, on parle du temps, hein. Donc, et là, la question c'est, avez-vous déjà expérimenté l'hypnose régressive? Alors, c'est une très bonne question qui est posée. Parce que comme j'ai vécu des événements que j'ai racontés il y a peu de temps, parce que maintenant je suis dans ma 83e année, donc je me moque éperdument qu'on puisse précisément se moquer de moi en disant, Bourré, à force de parler des ovnis, ça est devenu un petit peu zinzin. Mais j'ai vécu une aventure dont je voudrais bien savoir ce qu'elle représente. Et donc, je suis en contact, je commence à être en contact avec des hypnotiseurs médicaux pour me faire mettre en état d'hypnose et pour savoir ce que j'ai vécu d'abord quand j'étais tout à fait enfant, parce que j'ai été confronté à des ovnis quand j'étais petit, je devais avoir 6 ans, 6-7 ans peut-être. Ah oui. C'était à Saint-Gervais-les-Bains, en Haute-Savoie. Ça, c'est la première chose qui me préoccupe parce que je me souviens de la peur qui était émise par les objets. Elle était émise par les objets. Je n'ai pas eu peur comme on a peur quand on marche dans un couloir, la lumière s'éteint, puis vous avez quelqu'un qui sort et qui fait ouh, alors on a peur, ça dure une demi-seconde, et puis après on dit bon, arrête tes bêtises. Là, c'est une peur qui était émise par les objets et je la ressens encore plus de 70 ou 72 ans après. Je la ressens encore. Elle était émise et j'ai retrouvé, je le mets d'ailleurs dans un de mes livres qui est une bande dessinée où il y a série de séquences qui se basent sur des faits réels et qui permettent à ceux qui préfèrent lire une bande dessinée qu'un livre avec des lignes de comprendre ce qu'est la richesse du dossier OVNI. Il y a un couple de professeurs des écoles qui est en vacances, c'était il y a une trentaine d'années. Il est en vacances dans le sud de la France, la femme est dehors, il est environ minuit, son mari est sous la tente, commence à se déshabiller pour dormir. Elle fume une cigarette, et puis elle entend marcher derrière elle, dans l'herbe. Ils ont planté la tente près d'une petite forêt, sur un terrain que le paysan a mis à leur disposition. Elle se retourne, et là, elle voit une sorte de robot avec 2 yeux légèrement luminescents dans la nuit, et elle ressent une peur, non pas la peur du robot qui est tout à fait naturelle, mais qui aurait pu durer quelques secondes, mais qui était émise par le robot. Et le mari qui est dans la tente et qui, lui, n'a rien vu, ressent cette peur. Et quand elle se précipite dans la tente, dans les bras de son mari, ils sont totalement dévastés par la peur qui est émise par cette espèce de robot humanoïde qui est passé à côté de la tente et qui a disparu. Bon, mais voilà, c'est ce genre d'informations que j'ai
publié dans une bande dessinée. D'ailleurs, je crois que j'en ai un là. Hop, voilà, j'ai publié ça là-dedans. Toc. Révélation, un secret, Et super. c'est une bande dessinée. Et c'est très pratique parce que là, je trouve que la bande dessinée permet de faire en sorte que ceux qui n'ont pas tellement envie de lire un bouquin, parce que maintenant on ne lit plus, on regarde le smartphone, hein, vous êtes au courant, Ouais. donc de se dire, ben voilà, moi je vais regarder une BD et je vais être au courant de tout. Alors voilà, je vais essayer de trouver la partie où il y a ce robot, parce que ça a été très bien dessiné. Voilà. Ah oui. Ouais, ouais. Ça a été reconstitué à partir du témoignage Ouais, du jeune professeur des écoles. c'est ça. Mais si on revient à vous, justement, Jean-Claude, vous aviez dans les 6 ans, c'est ça, hein, vous m'avez dit, Oui, voilà. oui, oui. Et c'est la raison pour laquelle je veux qu'on me mette en état d'hypnose, pour Ah, savoir s'il n'y a pas quelque chose qui est resté dans ma mémoire et hmm. que l'on pourrait extraire. Et puis j'ai vécu une deuxième aventure extraordinaire. Je présentais le journal de 20 heures sur TF1. C'était entre 1975 et 1987. Je recevais, il me semble, dans le fond de ma mémoire, deux invités au journal de 20 heures. Et d'un seul coup, je sens comme une pieuvre qui entre dans ma tête. Alors je dis ça, ça y est, les gens disent c'est complètement fou le mec. Hein. Mais j'en ai parlé à personne, même pas à ma femme. Je suis marié avec la même femme depuis Ouais, 58 ans. ouais, Imaginez. Et ouais. quand j'ai raconté ça à la télé il n'y a pas longtemps, parce que je dis, ben, je m'en fiche que les gens disent que je sois fou, ça ne me gêne pas. Je le fais pour l'histoire. Eh Hmm. bien, ma femme, qui était devant son écran de télé, quand je suis rentré, elle dit, mais qu'est-ce que tu as raconté? Tu m'en as jamais parlé. Je dis non, je t'en ai jamais parlé parce que même toi, tu ne m'aurais pas cru. Maintenant, je peux le dire. Voilà ce que j'ai vécu. Donc, je vais me faire mettre en état d'hypnose pour essayer de savoir qui sont les deux personnes ou la personne qui avait ce pouvoir. Est-ce que c'était quelqu'un qui était un être humain comme vous et moi, mais qui avait des capacités psychologiques extraordinaires pour pénétrer dans mon cerveau? Et pourquoi? Ouais, Je n'étais pas ouais, un ennemi. J'étais ouais. là pour lui poser des questions plutôt sympathiques. Pourquoi il a effacé tout ça? Ça m'intrigue. Ah bah Et oui, avant de mourir, j'aimerais bien le savoir. Donc, je vais me faire mettre en état d'hypnose peut-être oui. avant la fin de l'année. Oui, oui, oui. Il y a vraiment des spécialistes d'ailleurs de l'hypnose régressive selon le process de Dolores Cannon aussi. Il y a toutes sortes de gens. Il y a le docteur Jean-Charles Charbonnier, je ne sais plus son prénom, Jean-Jacques Charbonnier, je ne sais plus. Enfin, ouais, c'est très intéressant. Moi, je l'ai fait aussi. Je vais en refaire aussi. Mais là, justement, ça m'amène à une question par rapport à la peur. Est-ce que c'est à l'âge de 6 ans, est-ce que vous ressentez que ça aurait été plutôt des extraterrestres involutifs, on va dire, malveillants? Parce que si ça avait été des extraterrestres bienveillants, vous n'auriez peut-être pas eu de peur, je ne sais pas. Non, parce que ce que je garde très précisément en mémoire, c'est que c'était deux petites boules et que la peur émanait de ces deux petites boules métalliques. Je n'ai pas vu d'extraterrestre ni rien du tout. Mais ça dégageait une telle intensité de peur que je la ressens encore plus de 70 ans après. C'est vous Ouais. dire que c'était impressionnant. C'était pas un cauchemar, Non, comme non. on en fait tous. C'était quelque chose de beaucoup plus long et puissant. Est-ce que vous pensez que c'est ça finalement qui vous... Parce qu'on pourrait dire que... Est-ce que la question que je voulais vous poser aussi, c'est est-ce que vous sentez que vous avez une mission? Et là, il semble bien que depuis tous les ouvrages, enfin, il n'y a pas eu que sur les ovnis, vous avez parlé d'autres choses, mais quand même, est-ce que c'est pas ça qu'aurait déclenché d'une certaine manière cette mission? Non, non, je Non? n'entrerai certainement pas dans la catégorie de ceux qui pensent être des missionnaires ou des élus ou je ne sais quoi. Je Non. suis un simple citoyen de la planète Terre, issu d'un milieu très modeste. Mes parents étaient agriculteurs, éleveurs, et puis après, ils ont passé leur brevet supérieur. Mon père est devenu instituteur.
avant de rentrer à la SNCF, et ma mère est devenue postière toute sa vie d'ailleurs. C'était des bosseurs. Moi-même, quand j'étais adolescent et jeune adulte, 16, 17, 18, 20 ans, 22 ans, que j'allais voir mes cousins dans les fermes d'Ardèche, Lozère, on me disait, ah bah t'es costaud, tu vas nettoyer les tables ou l'écurie, et je chargeais la brouette de fumier que je portais au tas de fumier qui était devant la ferme. Donc je suis quelqu'un qui a vraiment les pieds sur terre et même les pieds dans la Oui, oui. bouse. Et je suis pas sorti de la cuisse de Jupiter, et je suis très rationnel dans Oui. mon comportement. Oui, oui, oui. Mais quand je parlais de mission, je parlais pas dans le sens élu, etc. Je parlais plutôt dans le sens de, bah, un- du sens de la vie, hein, du sens de ce qu'on a à faire. Parce qu'il semble quand même que ce soit très présent dans votre vie de communiquer sur ces questions. Donc, c'est dans ce sens-là hein, que je voulais dire, parce que moi, je pense que tout le monde a une mission dans la vie. Voilà. Bon, il y a quelque chose à faire dans cette vie-là, quoi. Et c'est dans ce sens-là que je voulais dire ça. C'est-à-dire que il semble que vous soyez vraiment animé par le besoin, l'envie de communiquer des choses, des informations dont l'humanité a besoin. C'est plutôt ça. Hein. Oui, vous avez tout à fait raison, en ce sens que je constate, si vous voulez, que ce qui est important dans notre vie, où nous sommes divisés en deux catégories, vous avez ceux qui croient à quelque chose, qui sont dans une religion, quelle qu'elle soit, et puis ceux qui croient à rien. Donc, Oui. c'est le pognon, le sexe, la drogue, l'alcool, les sports, tout ce que vous voulez. Euh, Moi, j'estime que en tant qu'être humain d'une part et journaliste professionnel d'autre part, j'ai la mission d'essayer d'ouvrir un peu l'esprit de mes concitoyens par la connaissance. Or, je suis très frappé, j'ai fait peut-être 1000 ou 1500 conférences dans ma vie, je suis très frappé de constater l'état d'inculture de la plupart des gens. Alors, ils vous citeront les derniers feuilletons, ils vous diront, oh, bah, la fin du numéro 3, c'était génial, alors j'attends avec impatience le numéro 4. Donc, on voit que leur cerveau est complètement pris par la machine à décerveler qui s'appelle le cinéma, les feuilletons télé, etc., mais qu'ils ne connaissent pas le sens de la vie. Vous savez, quand je leur donne des informations d'une banalité affligeante, mais qui leur semble totalement invraisemblable, je suis face à une salle. Vous avez 1000 Oui. personnes qui sont assises. Je leur dis, mesdames, messieurs, je vais d'abord vous poser une première question, alors que vous êtes assis tranquillement. Quelle est votre vitesse? Alors, vous avez une personne sur 100 qui dit, ah oui, je crois que je vois venir bourrer, là, il doit vouloir nous parler de la Terre qui tourne. Alors, je leur dis, bah, écoutez, votre vitesse, c'est très simple. Si un jour, vous vous faites attraper par un gendarme qui vous dit, arrêtez-vous, la vitesse était limitée à 70, à votre avis, vous rouliez à combien quand on vous a arrêté? Alors, vous lui direz, bah, écoutez, c'est très simple, hein, autour de l'axe de la Terre, là, j'étais à peu près à 1000 km/h. Autour du Soleil, j'étais à 104 000 km/h. Puis le Soleil, il est dans la galaxie, il tourne à plus de 800 000 km/h. Et puis, la galaxie, elle se déplace dans l'espace 2 400 000 km/h, c'est-à-dire, vous voyez, en une seconde, là, on a parcouru près de 700 km. Voilà, je réponds à votre question, monsieur le gendarme. Les gens sont morts de rire parce qu'ils ne savent pas qu'ils tournent comme ça à 1000 km/h, ils ne savent pas qu'ils tournent à 100 000, à 800 000 et puis à 2 400 000 km/h. Ça, c'est des informations basiques que tout le monde devrait connaître. Mais vous n'avez pas une personne sur 1000 qui la connaît. Et donc, mon rôle, c'est de faire de la pédagogie et d'apprendre un peu ce que c'est que l'astronomie. Super, super. Bah, il va y avoir quelques milliers de personnes en plus là qui vont avoir cette information très importante. Alors peut-être on peut revenir sur le livre là parce que il nous reste que quelques minutes. On n'en a pas beaucoup parlé du temps. Voilà. Bon, moi Est-ce que cette question de temps vous dites les ovnis voyagent dans le temps. Enfin, c'est Patrick Marquet que vous interviewez. Est-ce que vous pouvez nous donner simplement le goût, sans tout dévoiler, de ce livre? Parce que la question du temps est vraiment très importante. Là, vous venez de l'évoquer. Déjà, simplement, moi, ce que j'appelle le temps chrono, c'est le temps kéros, hein, le temps du ressenti, que tout à coup, on peut passer des heures. Albert Einstein le disait d'ailleurs, quand il était assis à côté d'une jolie jeune fille, le temps ne passait pas à la même vitesse.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour nous donner le goût de lire votre dernier livre? Ben, le voyage dans le temps, pour tous ceux qui s'intéressent aux ovnis, c'est peut-être la clé pour comprendre. Parce que moi, ce qui m'a frappé, moi qui travaille depuis plus de 50 ans sur le dossier des ovnis, c'est une question très simple. Pourquoi ils ne prennent pas contact avec nous, alors qu'ils nous visitent depuis des milliers d'années? Et la réponse, elle est très simple. Ils ne prennent pas contact avec nous parce que dans leur temps à eux, ils arrivent. Ils viennent d'arriver. L'OVNI qu'on a vu il y a 2500 ans, il y a 3000 ans, dans le Mahabharata, on décrit les vaisseaux cosmiques qui sont pilotés par les dieux ou les fils de Dieu, etc. Et puis l'OVNI qui a été vu par Pline l'Ancien au 1er siècle après Jésus-Christ, les boucliers ardents qui arrivent au-dessus des champs de bataille comme ça, et qui s'arrêtent et puis qui reprennent leur course. On ne sait pas ce que c'est, ni au 1er siècle après Jésus-Christ, ni en 2023. Donc, pourquoi ils ne prennent pas contact avec nous? Eh bien, peut-être que la réponse, c'est parce qu'ils voyagent dans le temps. Et vous avez d'ailleurs dans la Bible une phrase que j'ai mise en exergue, Oui, oui. qui est remarquable. Dans la Bible, il est écrit, pour Dieu, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Je crois qu'on ne peut pas mieux résumer en quelques mots ce qu'est le voyage dans le temps. Et le voyage dans le temps, qui est évidemment le cœur de mon dernier livre, peut certainement apporter la réponse à la question pourquoi ne prennent-ils pas contact avec nous parce qu'ils arrivent? Bon, bah, écoutez, c'est une belle hypothèse, une belle hypothèse. Et alors, ce que je vous propose, on prenne une dernière question, on prend une dernière question, et puis je vous laisserai le mot de la fin. Ah oui, intéressant. Pouvez-vous nous parler du complexe militaro-industriel américain? Bon, parce que, voilà, qu'est-ce que ça vous évoque, si le mot complexe militaro-industriel? Alors, le complexe militaro-industriel, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et c'est quelqu'un qui est très anti-américain et très antimilitariste qui m'a ouvert les yeux, puisque c'était le président Eisenhower, général victorieux de la guerre de 39-45, président des États-Unis élu 2 fois, qui, en quittant en 1961 la Maison-Blanche, a dit « Chers compatriotes, prenez-y garde ». On trouve ça sur le web, hein, si vous allez le chercher, vous trouverez la vidéo, en noir et blanc, évidemment, on est en 1961. Si vous n'y prenez garde, c'est le lobby militaro-industriel qui dirigera le monde. Or, le lobby militaro-industriel, qu'est-ce que c'est? Ce sont des gens qui vivent de la vente d'armes à l'armée américaine. Donc, plus il y a de guerres, plus ils sont contents, plus ils vendent, plus ils gagnent de l'argent. Et quand on voit ce que coûte une guerre, je ne parle pas en vie, hein, parce que ça, ils s'en fichent complètement. Qu'une guerre fasse 10 millions, 20 millions de morts, tout ça, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est combien je gagne, combien j'ai vendu d'obus, d'hélicoptères, d'avions de combat, de chars, etc. Et nous le voyons en permanence, puisque j'ai tiré d'ailleurs hier une liste des, des guerres depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est absolument hallucinant. Moi qui suis journaliste, j'en avais oublié pratiquement la moitié. Vous avez une liste impressionnante de guerres que vous trouvez sur le web en disant, en tapant nombre de guerres après 1945. Et là, vous verrez, alors tout le monde pense à la guerre du Vietnam, à la guerre d'Irak, etc. Mais vous avez eu des centaines de guerres, des petites guerres, mais qui permettent de gagner beaucoup d'argent parce qu'on y envoie des hélicoptères, des canons, des obus, des mitrailleuses, des soldats aussi. C'est un business, c'est le plus grand business de la planète. Et l'affaire de l'Ukraine en est un exemple merveilleux. On va
on va donner des F-16 qui coûtent, je crois, 2 millions de dollars pièce, qui sont des vieux avions à réaction, mais qui permettront à l'Ukraine de combattre la Russie. Alors on fait bien monter la sauce entre la Russie et les autres. La Russie a évidemment eu tort d'attaquer l'Ukraine, mais je ne vais pas rentrer dans l'histoire. Il y a quand même eu des précédents, c'est-à-dire que l'Ukraine n'était pas blanc-bleu dans Ouais. cette affaire. Et le lobby militaro-industriel, pour répondre à votre question, ce sont tous ces anciens politiciens américains qui ont intégré les sociétés qui fabriquent des armes et qui permettent, grâce à des guerres qui sont déclenchées, de gagner des milliards, des dizaines, des centaines de milliards de dollars. Je rappelle juste un nombre, c'est que le budget de l'armée américaine est de 840 milliards de dollars. Le deuxième budget derrière, c'est la Chine, 200 milliards. La France est à 43, 44 milliards. Vous voyez un petit peu la différence. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais, merci encore de nous éclairer là-dessus, Jean-Claude. Donc, je sais que votre temps est précieux. Je vais faire une toute petite incise là pour ma communauté et je vous reviens tout de suite. Bon, voilà, je le mettrai après, hein, c'était juste pour faire un truc. Bah, écoutez, je vais vous donner le mot de la fin. Alors, voilà. Euh, OK. Merci encore une fois, Jean-Claude Bourret, d'être venu, parce que c'est moi qui n'ai pas ma carte de presse, comme je l'ai dit, mais on peut aussi être un journaliste citoyen. Il y en a plein qui le montrent maintenant. Il suffit d'être quelqu'un de respectueux, d'intègre, et qui cherche la vérité, comme vous l'avez dit, et qui va chercher plusieurs sources. Alors, je ne me considère pas comme un journaliste. Moi, je donne des opinions, donc je suis plutôt un chroniqueur, on va dire. Mais vraiment, merci beaucoup. Vous allez apporter beaucoup de déjà des informations, mais j'allais dire de sécurité, oui. Vous êtes très, vous apportez beaucoup de sérénité parce que c'est très enraciné, vous l'avez dit tout à l'heure, par rapport à votre famille et vos origines et tout ça. Et c'était très riche et bah, je fais le vœu il y ait beaucoup de personnes qui regardent cette interview. Et je vais vous laisser le mot de la fin. Bien, puisque vous avez parlé des enquêteurs OVNI et des enquêteurs journalistes, moi je voudrais simplement dire à chacun de vos téléspectateurs que il peut du jour au lendemain, dans certaines circonstances, devenir un journaliste précieux avec le smartphone. Si vous avez face à vous un événement exceptionnel, que ce soit une bagarre dans la rue, que ce soit un incendie, que ce soit un accident de voiture ou un objet volant non identifié dans le ciel, prenez votre smartphone, filmez. Je me permets de donner un conseil, parce que j'ai vu tellement de dizaines de milliers de vidéos prises par des smartphones. Le smartphone, ce n'est pas un tuyau d'arrosage. Donc, si vous filmez, vous êtes bien fixe. Vous êtes bien fixe. Éventuellement, vous pouvez agrandir un peu l'image, mais ne faites surtout pas ce que font beaucoup qui font Ouais. ça. Si vous passez d'un point à l'autre avec un plan fixe, il n'y a aucun problème. Si vous avez, je ne sais pas moi, une voiture qui explose ici, vous la filmez, et puis il y a une autre voiture qui explose là. Vous n'allez pas faire comme ça. Vous allez faire comme ça. C'est tout à fait normal. Mais vous restez bien fixe sur Mmh. l'événement que vous filmez, et encore une fois, éventuellement, vous pouvez l'agrandir. Alors, les vidéos d'OVNI, il y en a des centaines, sinon des milliers sur le web. Ça ne veut plus dire grand-chose. Avec l'intelligence artificielle, on peut créer des objets volants non identifiés. En veux-tu, en voilà. Je voudrais simplement dire à vos téléspectateurs que s'ils ont quelque chose à me dire ou à me demander, j'ai une page Facebook avec ma photo, parce qu'il y a plusieurs Jean-Claude Bourret, où on est, je crois, 71 000 maintenant, bah, ils peuvent m'adresser un petit message, et si ils m'écrivent de votre part, de la part de la chaîne canadienne Île de sur One laquelle je suis en ce moment, TV. eh bien, je leur répondrai évidemment. Bah écoutez, merci vraiment, merci beaucoup, ça fait chaud au cœur. Et donc, bah, je vous souhaite longue vie en pleine santé. Voilà, il va peut-être y avoir les medbeds qui vont arriver, je ne sais pas, on va encore vivre des choses extraordinaires, j'en suis sûr. Et puis, ben, merci, beaucoup de succès pour votre livre aussi, le dernier livre. Et puis,
curieux du prochain. Voilà. Merci Jean-Claude. Bye bye. Au revoir. Merci. Bye bye à tout le monde. Eh ben, Mais j'aime beaucoup les Canadiens parce que j'ai des amis là-bas et je connais la rigueur, le sens du travail, l'honnêteté. En tout oui, cas, des Canadiens que je connais. Il y a peut-être des voyous comme partout, mais ceux que je connais sont des gens formidables. c'était exact. Je confirme. Merci Jean-Claude. À bientôt peut-être. Bye bye. Ciao. Au revoir.